C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Le 24 avril 2013, les images ont fait le tour du monde. Le Rana Plaza, un immeuble de 9 étages, s'effondre sur des milliers d'ouvriers du textile, le poumon économique du Bangladesh. Cette catastrophe a révélé la réalité sordide qui se cache derrière les vêtements à bas prix qui inondent les boutiques occidentales. Mais un an plus tard, qu'est-ce que cet événement a réellement changé ? Produire toujours plus vite pour des corps et des visages qu'on ne verra jamais. Produire toujours moins cher pour les multinationales du textile. Produire pour satisfaire les besoins des consommateurs occidentaux. Bonjour Anne Gainsburger. Bonjour. Vous avez tourné le documentaire Les damnés du low cost. Vous êtes retourné 6 mois après la catastrophe sur le lieu du drame pour comprendre les causes de cette catastrophe du Rana Plaza. Oui, c'est vrai que lorsque j'ai vu cet immeuble s'effondrer le 24 avril dernier, je me suis dit qu'un palier avait été franchi, qu'un seuil avait été franchi, d'abord par le nombre des victimes, plus de 1200 morts, et puis presque autant de disparus, de très nombreux blessés. C'est vrai que je m'intéressais à cette question des dérives de la mondialisation, pas simplement dans le domaine du textile depuis plusieurs années, et que effectivement le Rana Plaza est venu tout de suite soulever un mouvement citoyen et une indignation ici en Europe, mais aussi en Asie, parce que effectivement c'était la première fois qu'il y avait autant de victimes et c'était la première fois que des grandes marques occidentales étaient directement pointées du doigt. Et je me suis dit, on va attendre que le temps passe un petit peu, on va essayer de voir et essayer de remonter, tirer les fils comme des pelotes de laine pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ce drame est sans précédent par sa nature, par le nombre des victimes, mais aussi parce qu'il révèle des implications occidentales. Alors, pour bien comprendre le contexte, il faut rappeler qu'au Bangladesh, l'industrie du textile, c'est essentiel pour l'économie du pays. C'est vraiment un des poumons du pays. À peu près 80% des gens qui travaillent au Bangladesh travaillent dans le textile. Ce sont essentiellement des femmes. Et effectivement, il y a des dizaines et des centaines de petits ateliers, aussi de plus grosses usines qui travaillent en direct, qui sont les fournisseurs directs des grandes marques occidentales ou qui sont des sous-traitants ou des sous-traitants de sous-traitants. Alors on parle d'à peu près 4 millions et demi de travailleurs, plutôt travailleuses d'ailleurs, dans 4500 usines, et ça représenterait, parce que les chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais à peu près 27 milliards de dollars, ce qui est énorme pour un pays comme le Bangladesh. C'est énorme pour le Bangladesh, c'est effectivement toute la question qui s'est posée, puisque très très vite après la catastrophe, on a entendu dire il faut boycotter le Bangladesh, il faut boycotter ce commerce du textile avec le Bangladesh. Très clairement, moi je n'ai pas peur de dire que je ne pense pas que ce soit la solution, parce qu'évidemment nous sommes concernés, nous les consommateurs ici en Occident, et on doit pouvoir consommer responsable, éco-responsable. Le boycott n'est pas une solution, ça mettrait sur la paille des millions de travailleurs et de travailleuses. Il faut en revanche leur donner les moyens de travailler dignement. Alors ce que l'on découvre dans votre documentaire dès le début et qui est terrible, c'est qu'en fait la catastrophe aurait pu être évitée. La veille de l'effondrement, on avait vu des fissures. On savait tous qu'il y avait ces fissures. On nous a fait sortir de l'usine et demandé de revenir plus tard. On nous a dit que l'immeuble était abîmé, mais que des ingénieurs faisaient des vérifications. Du coup, c'était la panique générale. Tous les ouvriers ont été congédiés. On nous a dit « rentrez chez vous et revenez plus tard ». On a entendu dire qu'il y avait des fissures. On nous a demandé de sortir. On a très peur parce qu'on ne sait rien. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Ça va faire des dégâts énormes. Ils se sont rassemblés dans la petite rue au pied de leur usine comme s'ils pressentaient le drame qui s'annonce. L'accès aux ateliers est interdit, mais un journaliste de la télévision locale va tenter d'y pénétrer en suivant ceux que tout le monde prend pour des inspecteurs et qui sont en fait des amis du patron. Ce journaliste est le dernier témoin à entrer dans le Rana Plaza. Dans quel état est l'immeuble? Très bon, il n'y a aucun problème, allez, tout va bien. Allez, vous sortez maintenant. Dehors. Le journaliste va finalement réussir à rencontrer le propriétaire, un homme visiblement très fébrile. Il n'y a pas de fissure, ok? Au niveau de la colonne, il y a du plâtre qui s'est un peu effrité. Mais c'est pas une fissure, c'est juste du plâtre abîmé. Du plâtre avec un peu de ciment, ok? C'est rien. Et voilà.
On en a fait toute une histoire. Le lendemain matin, le patron ordonnera à ses ouvriers de reprendre le travail, sous peine d'être licenciés. C'est effrayant, hein, le cynisme de ce propriétaire de l'usine. Oui, ce patron est à l'image, je pense, de beaucoup de patrons d'usines qui font du fric, on va le dire comme ça, en acceptant n'importe quelle commande, et souvent des grosses commandes, puisque les commanditaires occidentaux, ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, ne passent pas commande de 15 t-shirts. En général, ça se compte en milliers, voire parfois en millions. Et effectivement, poussent les ateliers à travailler, et donc les ouvrières à travailler de plus en plus, et arrivent souvent à ce point d'impasse qui fait que si on peut pas assurer la commande, eh bien on va sous-traiter dans la petite usine d'à côté. Enfin voilà, ce patron, je pense, est à l'image de beaucoup d'entre eux qui sont par ailleurs membres du très puissant BJMEA, le patronat bangladais, qui ne prend pas du tout et depuis des années la mesure des dangers qu'encourent les ouvriers. Depuis quand tu travailles ici? Un an. Et tu viens d'où? De Barisal. Mais quel âge tu as? 17, 18. En fait, la plupart des adolescentes cachent leur âge. Seul moyen pour elles de trouver du travail et soutenir leur famille. Notre visite improvisée va tourner court. Depuis le Rana Plaza, les patrons sont sur les dents. Plus jamais tu me refais ça. On nous demande de quitter l'atelier au plus vite. Pourquoi tu fais entrer une caméra sans ma permission? Je vais avoir des problèmes, moi. On va me supprimer ma carte professionnelle. Les autorités vont dire que je diffuse des images dégradantes à l'extérieur. Vous ressentez de la pression par rapport aux acheteurs? Oui, on essaie de les pousser à nous donner plus. Mais ils sont pas d'accord. Eux, ils veulent faire des marges de 40, 50, 70%. Ils veulent des prix très bas? Oui, ils disent si c'est pas possible, on ira voir ailleurs. Mais vous devez demander aux marques de vous faire de meilleurs prix. Vous pouvez toujours vous battre pour ça. Nos clients, ils font 40% de profit et nous, on ne peut même pas faire 3 ou 5%. Ils ne veulent pas discuter de ça? Ils s'en foutent. Ils ne pensent pas aux ouvriers alors? Non, ils se disent le Bangladesh, c'est pas cher. C'est pour ça qu'on est là. Si le Bangladesh devient plus cher, on ira au Vietnam ou en Birmanie. L'éthique, on s'en fout. Les droits de l'homme, tout ça, c'est des conneries. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du fric. Voilà ce qu'ils pensent. Vous avez pu pénétrer dans cette usine grâce à une jeune femme qui vous a aidé à y entrer? Oui, une jeune femme qui est syndicaliste. Alors c'est vrai que les syndicats sont évidemment bien moins organisés et bien moins puissants hein, que c'est le cas pour nous en France par exemple ou dans d'autres pays d'Europe. Mais néanmoins, j'ai été assez surprise de voir que ça commence à s'organiser et qu'ils sont effectivement très mobilisés pour défendre les droits des travailleurs. Et donc moi, je voulais depuis le premier jour de ma visite au Bangladesh pouvoir entrer dans des usines. Ça a été extrêmement compliqué et vous n'y entrez pas sans autorisation, mais on ne vous autorise pas non plus, on vous ouvre aucune porte, donc vous n'avez pas d'autre choix que d'essayer de passer par la fenêtre, j'ai envie de dire. Et donc on a pu, avec une syndicaliste courageuse, entrer dans un atelier où on avait à peu près 1 heure devant nous, sans être sûr qu'on n'allait pas être démasqué et qu'on n'allait pas nous chasser, ce qui était le cas finalement, puisqu'on tombe sur le patron de l'usine qui s'emporte très vivement à notre égard, mais ça n'est pas très grave, mais à l'égard de cette syndicaliste, et j'avais besoin de m'assurer après coup qu'elle ne serait pas poursuivie ou emprisonnée, par exemple, puisque c'est aussi ça qu'il risque. Alors le Rana Plaza est une exception par l'ampleur de la catastrophe, mais des incidents, il y en a tout le temps, et vous êtes retourné sur les lieux d'un incendie, celui de l'usine Smart Export, qui avait causé la mort de 7 travailleuses en janvier 2013, avec une anthropologue, Saïda Gulrouk. Même après Tazreen, Smart et Rana Plaza, les mesures de sécurité n'ont pas été améliorées. Comment ceci peut-il encore arriver ? Il y avait eu des inspections et Tazreen était repéré. Donc les clients sont tout à fait au courant de ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne de production. Et qu'ils aient pu dire après le Rana Plaza qu'ils ignoraient la situation et les conditions de travail, c'est un mensonge absolu. Une fois encore, les marques comme Zara et Sols se sont défendues. Elles ont mis en cause la sous-traitance. Mais elles auraient aussi prévu de payer discrètement des compensations aux victimes, ce qui serait une reconnaissance de leur responsabilité dans la mort des ouvrières.
J'imagine que vous voyez des enfants porter ces vêtements en Europe. Et ce sont des enfants qui les fabriquent au Bangladesh. Cela symbolise bien l'inégalité des rapports entre le Sud et le Nord. Et comment ça marche, ce monde du textile. Il y a un devoir de mémoire qui est essentiel, on l'entend bien, c'est donner la parole à ces victimes. Mais oui, donner la parole à ces victimes, à la fois celles qui sont, heureusement pour elles, rescapées, mais à quel prix? Parce qu'elles sont souvent très, très handicapées, hein. Elles ont perdu un bras, 2 jambes, enfin c'est vraiment des handicaps très très lourds et qui posent un immense point d'interrogation sur leur futur. Parce que, en gros, voilà, ces femmes ne pourront pas retravailler. Quand vous êtes en fauteuil roulant, vous ne pourrez pas retravailler. Et elles sont souvent le support d'une famille et le seul salaire à la maison. Et puis il y a un devoir de mémoire aussi et de témoignage, et c'est ce que fait Saïdia, pour celles qui ont disparu. Disparu, pour le dire crûment, c'est brûlé vive, donc on ne retrouve plus rien, ou bien dans les décombres du Rana Plaza, qui n'ont pas été tous déblayés, comme on peut le voir dans le film, et dont des corps ou des morceaux de corps ont pu demeurer. C'est assez frappant et très bouleversant de se dire qu'effectivement des gens aujourd'hui comme Saïdia combattent simplement pour faire entendre que des femmes ont pu périr même si on ne les a pas retrouvées sous les décombres ou dans un incendie, et qu'il faut prouver ça au nom des familles, au nom de leurs proches, devant la justice du Bangladesh et même devant les grandes marques occidentales qui nient finalement l'existence de ces femmes. C'est quand même assez sidérant. Et effectivement, Saïdia passe une grande partie de son temps à retourner sur les lieux des catastrophes pour récupérer ici un peigne, ici un morceau de vêtement, ici des cheveux de femme, comme elle l'a fait au Rana Plaza. Les damnés du Holocauste, c'est le nom de votre documentaire. Merci Anne Gainsberger. Merci à vous. Depuis la catastrophe, la mobilisation s'est organisée pour identifier les responsables et tenter d'obtenir l'indemnisation des victimes. Sarah Hossein est avocate à la Cour suprême du Bangladesh et membre de BLAST, une association qui apporte de l'aide juridique aux plus démunis. Well, there are several different things that are unfortunately still ongoing. I can't say that there's been a direct result as yet for many of the victims. Il y a plusieurs choses qui sont mises en œuvre et on ne peut malheureusement pas encore dire qu'il y a eu des résultats directs à présent. La première action de BLAST a été de mener une pétition et de la déposer à la Cour suprême pour demander des investigations, une enquête et la poursuite des personnes responsables du drame. Nous avons également demandé immédiatement l'indemnisation financière des victimes du Rana Plaza, cette indemnisation devant être déterminée à l'aune des pertes dont ils ont réellement souffert. La réponse de la Cour suprême a été de geler les comptes bancaires du propriétaire de l'immeuble et de geler les comptes bancaires des 5 patrons des usines qui étaient à l'intérieur du Rana Plaza, cet argent devant servir à la compensation des victimes. Le cas est toujours dans les mains de la Cour suprême. Cette dernière a dépêché un expert pour évaluer les critères sur lesquels les paiements de compensation doivent être faits pour les victimes. D'autres créditeurs se sont aussi présentés auprès de la Cour suprême pour demander à ce que les fonds qui ont été bloqués par la Cour suprême, les fonds des propriétaires, soient mis à disposition de ces créditeurs, ce que la Cour suprême a refusé, arguant du fait qu'elle devait servir à indemniser les victimes. Alors comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui? C'est-à-dire vous recevez les victimes une par une et vous leur proposez soit des indemnités immédiates, soit d'accepter de porter plainte devant un tribunal pour une procédure qui sera sans doute plus longue? Ce que nous faisons, c'est porter un cas d'intérêt public, un cas collectif pour obtenir une compensation pour l'ensemble des victimes. Ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est un cadre international qui s'appelle The Arrangement, qui a été élaboré sur la base de la pression globale des mouvements citoyens, notamment de consommateurs, dans les pays occidentaux, sur les marques qui produisaient au Bangladesh. Aujourd'hui, cet arrangement signé par ces marques internationales doit permettre la compensation des travailleurs sur une base de non-responsabilité, c'est-à-dire que c'est un fonds ouvert à l'ensemble des marques qui produisent au Bangladesh. Je voudrais évoquer le fait que l'accès à la justice est lié à 2 aspects. D'une part, la question de la redevabilité et la responsabilité des multinationales. Et le deuxième aspect, c'est la façon dont cette indemnisation permet aux personnes de reprendre une vie, sinon normale, en tout cas digne. Et cet arrangement, ça devrait permettre d'atteindre au moins ce deuxième objectif.
Le vice-président de l'association des producteurs et des exportateurs de vêtements demande que les acheteurs occidentaux augmentent leur prix aujourd'hui de 10 à 15% suite aux manifestations qui ont eu lieu pendant plusieurs mois pour augmenter le salaire. Aujourd'hui, on est à $68 par mois. Est-ce que, selon vous, cette demande ne va pas aussi dans le sens de la reconnaissance de l'abus des multinationales ? Yeah, I think the brands do have a responsibility, right? Because this race to the bottom of saying you should. Les marques ont une responsabilité certaine dans cette course vers le bas qui les conduit à produire à moindre coût pour que l'on puisse acheter des t-shirts à $1. Et cette course vers le bas n'est pas viable. Les consommateurs ont montré aussi leur refus de cette course vers le bas en mettant la pression sur les marques pour qu'elles signent cet accord sur la sécurité des usines. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience du fait que quelqu'un paye en bout de chaîne le prix d'un t-shirt à $1 et que donc on est aussi responsable lorsqu'on achète un t-shirt si peu cher en bout de chaîne de conditions déplorables de vie et de travail. Donc on peut faire en sorte de produire à un coût un peu plus élevé qui ne sera pas trop élevé pour le consommateur mais qui se traduira par des conditions décentes de travail en bout de chaîne. Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à cestpaduvent@rfi.fr. Les consommateurs, justement, ont répondu à l'appel des ONG. Des pétitions relayées par les médias ont fait le tour du monde. Mais en septembre dernier, quand les syndicats et les ONG ont invité les marques à Genève pour participer à une réunion sur l'indemnisation des victimes, seules 9 d'entre elles ont fait le déplacement, malgré les preuves de l'implication de nombreuses multinationales. Neila Ajaltouni, coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette. On a réussi à identifier 28 marques qui produisaient au Rana Plaza une partie de leur production, qu'elle soit sous-traitée de manière illégale ou non. Aujourd'hui, le vrai point d'achoppement, c'est la question de l'indemnisation financière des victimes, puisque un fonds d'indemnisation a été créé, qui aujourd'hui n'est pas abondé à hauteur de ce qui est nécessaire, y compris par les marques dont on a pu prouver qu'elles ont une production au Rana Plaza. Alors quelles sont ces marques ? On va peut-être pas citer les 28, mais les plus grosses ? Les plus grosses, ce sont Benetton, Auchan, Camaïeu, Mango, Primark. Il y en a 28 en tout. Certaines d'entre elles ont accepté de compenser. C'est le cas de participer à ce fonds de compensation. C'est le cas de Primark, par exemple, ou de Mango. Aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est comment est-ce qu'on pousse les marques françaises à contribuer à ce fonds, notamment Auchan et Carrefour. Auchan, dont on a pu filmer des vêtements qui ont été produits au Rana Plaza et qui se refusent aujourd'hui à reconnaître même l'éventualité d'une sous-traitance et donc rejette sa responsabilité dans ce drame. Ils refusent aussi de répondre aux journalistes qui les interrogent sur ce sujet. Alors vous, votre rôle finalement, c'est de mobiliser la société civile parce que c'est vrai que c'est difficile quand on est ici à Paris par exemple, on veut s'acheter des vêtements, on rentre dans un magasin, on est tenté de prendre ce qui ne coûte pas forcément le plus cher et on ne pense pas forcément à toute l'industrie qu'il y a derrière, à toute la chaîne. Alors effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est quelle est l'alternative pour le consommateur ? Aujourd'hui, l'offre est extrêmement restreinte et c'est pour ça que plutôt que de donner des alternatives en termes de consommation, à mon sens, l'alternative, elle est vraiment en termes de mobilisation citoyenne. C'est parce que nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de réellement consommer autrement. D'abord parce qu'il n'y a aucune transparence et que les étiquettes aujourd'hui d'un vêtement ne nous donnent aucune indication sur les conditions de travail et donc aucune indication en matière de consommation. Et dans le même temps, on n'a pas d'offre de vêtements fabriqués dans de bonnes conditions au-delà de quelques initiatives en matière de commerce équitable. C'est pour ça qu'il faut faire pression sur les multinationales pour qu'elles fassent évoluer leurs pratiques et qu'en tant que consommateurs, nous ayons le choix d'acheter des produits fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Et c'est cette pression sur les marques qui est centrale aujourd'hui. Comment faites-vous pression aujourd'hui et est-ce que les citoyens sont au rendez-vous ? À l'issue du drame du Rana Plaza, on a observé une prise de conscience manifeste des consommateurs, des citoyens, mais aussi du monde politique en général. Le problème, bien sûr, c'est comment est-ce qu'on traduit cette indignation justement en actes politiques. Donc il s'agit pour les citoyens de prendre conscience de ces capacités d'action. C'est parce qu'un million de citoyens ont signé en une semaine à travers le monde une pétition exigeant des grandes marques internationales qu'elles signent un accord visant à sécuriser les usines, que 150 marques aujourd'hui l'ont signé, sont contraintes de financer des systèmes indépendants d'inspection et cela est arrivé très vite et parce que la pression citoyenne a été suffisamment forte.
L'association d'avocats Sherpa, créée en 2001 pour défendre les victimes de crimes économiques, cherche un moyen d'attaquer les marques incriminées. Mais si les grands principes du respect des droits de l'homme et des travailleurs sont rappelés dans toutes les instances internationales, la loi est aujourd'hui défaillante face à la puissance des multinationales. William Bourdon, avocat à la Cour de Paris et président de Sherpa. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment trouver des remèdes, des ripostes aux nouvelles formes d'impunité très compliquées, plus opaques que toutes les formes d'impunité classiques qui résultent de l'action d'un certain nombre d'acteurs privés, européens, américains, canadiens, dans des pays pauvres, où l'état de droit est défaillant, où le juge est soit inexistant, incompétent, et quand il est corrompu, et qui profitent de ces zones de non-droit pour améliorer leur rentabilité au prix d'externalités négatives très lourdes sur la santé, l'environnement, le droit des travailleurs. Alors même que sur leur site internet, lors des assemblées générales, on déploie une propagande éthique tout à fait extraordinaire, qui est de plus en plus sophistiquée. Donc c'est ce grand écart qu'il faut réduire et faire en sorte que le soft law, c'est-à-dire que les engagements éthiques des entreprises, soient pas simplement du marketing en direction des consommateurs pour que quand on se promène dans les travées des hypermarchés, on se dise tiens, je vais acheter dans des conditions qui vont être respectueuses du droit des travailleurs, alors qu'en fait, à l'autre bout de la planète, c'est pas le cas. Ces grands acteurs du marché ont développé cette communication éthique, engagement, développement durable, responsabilité sociale et environnementale, avec un coup double. Premier objectif, séduire les consommateurs, les fonds de pension éthiques, les actionnaires éthiques, et il y en a de plus en plus, et les pouvoirs publics, et en même temps organiser son irresponsabilité juridique. C'est-à-dire faire en sorte que ces engagements éthiques ne valent que pour ceux qui les font. Or nous disons, et le droit aujourd'hui nous dit, c'est possible de transformer le droit mou en droit dur. C'est-à-dire que les entreprises ne se payent pas de mots, de les prendre au mot. Quand on lit les sites internet, par exemple, d'un certain nombre de grands opérateurs, on a l'impression qu'ils ont été écrits par Nicolas Hulot. On va sur les sites internet de grandes industries minières, on se dit, mais c'est pas possible, ils ont exfiltré quelqu'un de la CFDT. Donc, et en même temps, quand on va dans certains pays d'Afrique, on assiste pas toujours, il ne faut pas être systémique dans la réflexion, à des désastres environnementaux sur lesquels on organise de façon très active son impunité. Donc il y a une jurisprudence qui a commencé avec l'affaire Total Erika. Et donc, quand on développe une communication, surtout à l'échelon planétaire, en forme de séduction, alors qu'en fait, dans sa chaîne fournisseur, on ferme les yeux sur des comportements qui sont à l'envers de ces déclarations, oui, ça doit avoir une sanction pénale, la loi française le permet, comme beaucoup de lois européennes. La limite, c'est que ce délit peut permettre d'engager une procédure, mais ça ne répare rien pour les victimes. La publicité mensongère, ça ne répare rien pour les victimes. Et donc nous retombons sur cette fameuse équation, c'est-à-dire qu'il faudra que les maisons mères soient responsables dans certaines conditions des agissements de leurs filiales. 3 députés français avaient décidé, avant le drame du Rana Plaza, de tenter de combler ce vide juridique en élaborant une proposition de loi qui permettrait de responsabiliser les maisons mères des multinationales vis-à-vis des comportements non éthiques de leurs filiales. La catastrophe du Bangladesh a donné du relief à leur démarche, mais les lobbies sont puissants. Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle. Grâce à un travail des ONG, nous avons engagé une expertise sur le lien entre les maisons mères donneuses d'ordre, les multinationales, et leurs filiales et sous-traitants. Nous avons découvert un maquis juridique tellement complexe et opaque qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre peuvent se proclamer irresponsables des conséquences de leurs commandes et de leurs actes commerciaux à l'autre bout du monde, tant sur le plan environnemental que sur le plan des conséquences sur la dignité humaine, voire la sécurité des personnes. Notre combat a été patient, il commençait à susciter un intérêt modéré de nos collègues députés que nous avions associés dans un cercle parlementaire quand le drame du Rana Plaza est arrivé il y a 1 an. Et alors, on s'est penché sur nos travaux et nous avons réussi à convaincre, je crois, 4 groupes politiques à ce jour que la solution passait par le rétablissement du lien juridique entre la maison mère et ses filiales et sous-traitants. Très concrètement, cela signifie que demain, si notre loi est adoptée, un juge pourra établir ce lien et vérifier si les maisons mères, les donneurs d'ordre, ont exercé leur devoir de vigilance pour éviter des drames comme le Rana Plaza. Là où il y a mondialisation des marchandises, il doit y avoir mondialisation des droits. Est-ce que vous sentez un lobby fort du côté du patronat, justement, pour éviter que cette proposition de loi arrive à l'Assemblée nationale ? C'est peu dire, ils sont vent debout. Quand on cause un petit peu, on découvre que pour toute une partie du patronat, néanmoins, cette régulation ne pose pas de problème. J'ai même envie de dire, elles ont tout à gagner
Parce que globalement, les Français et les Européens sont plutôt plus vertueux dans leurs relations commerciales avec les pays tiers. Donc nous sommes très étonnés de la vivacité avec laquelle une partie du patronat français s'est hérissée en gardien du temple du libéralisme en la matière et essaye de faire obstacle à cette proposition de loi qui est, je vous l'assure, modérée. Elle n'a rien de révolutionnaire. Et encore une fois, elle est une déclinaison de textes internationaux dans le droit français. Et puis, elle a vocation à se transformer en directive européenne. Malgré les réticences du patronat, j'imagine que vous allez quand même faire votre proposition de loi devant l'Assemblée nationale. C'est prévu pour quand ? C'est pas les lobbies ni l'argent qui dominent le monde, vous le savez bien, c'est la souveraineté du peuple, c'est la représentation nationale. Quand 4 groupes parlementaires disaient la même chose, on se dit que la démocratie souffrirait vraiment de ne pas pouvoir s'exercer en la matière. Donc on espère vraiment que dans les jours qui viennent, et notamment à l'occasion de l'anniversaire tragique du Rana Plaza, la France affirme 2 choses très simples. La première, c'est qu'il est insupportable que les victimes n'aient pas été indemnisées par les grandes marques dont le siège est en France. Le deuxième élément que nous attendons pour ce 24 avril, c'est l'annonce par l'exécutif français d'un engagement à progresser dans cette voie, dans le sens de notre proposition de loi. Si on fait ça, alors vraiment, on sera fiers d'être les parlementaires que nous sommes, combattants de la justice pour une mondialisation régulée, et on sera fiers de la France. En attendant, la pétition du collectif Éthique sur l'étiquette est toujours en ligne, alors à vos claviers. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.